Je pense que c'est un tel sujet de société que ça vaudrait le coup de faire une convention citoyenne là-dessus. Mesdames et messieurs, on va recevoir une invitée sur ce plateau parce que on vous parle du budget. On vous parle du budget dans Backseat depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois. C'est le bordel, c'est très difficile à lire. Tous les enjeux d'ordre institutionnel autour du budget, 49.3, ordonnance, motion de censure, amendement, CMP, etc. C'est déjà très compliqué, mais c'est aussi très compliqué Lettre de manière générale. rectificative. Lettre rectificative. Et c'est toujours très compliqué aussi de comprendre Ordonnance. à quoi ça sert un budget, comment ça fonctionne un budget, comment ça se calcule, où va notre argent quand on paye nos impôts, quand on paye la TVA par exemple, l'impôt sur le revenu et autres. C'est un peu le bordel et pour ça, on a le plaisir d'en parler avec une invitée exceptionnelle. Un tonnerre d'applaudissements pour Claire Allais. Salut Claire, merci d'être avec nous. Tu es journaliste spécialiste des questions économiques et membre du comité de rédaction au 1 Hebdo que je tiens avec ma main. La raison pour laquelle on t'a invité sur ce plateau, c'est parce que dans la dernière édition du 1 Hebdo, tu as réalisé Oui, ça se déplie cette toujours. comme ça. infographie. Attention, elle est très grande. Très pratique pour le lire dans le métro, du coup. Où va l'argent public? Immense infographie que tu as réalisée, Claire. C'est fou ça. Tu peux nous aider déjà à comprendre Incroyable, comment il faut ouais. la lire? Alors déjà, ce qu'on a voulu faire voilà, avec c'est cette mieux. infographie, c'était donner des clés de compréhension des enjeux que tu as cités par rapport au débat budgétaire, fiscal, économique et donc politique. On entend effectivement parler de déficit, on entend parler d'un amendement, d'un nouvel impôt qui pourrait être créé, de dépenses qui pourraient être coupées, on entend parler de millions, de milliards, mais on ne sait pas trop comment ça se situe dans la big picture. Et justement, c'est ça qu'on a voulu faire au 1 Hebdo. On a voulu donner tous les chiffres principaux, les ordres de grandeur surtout, et en un poster que tu as montré, montrer justement d'où vient l'argent public et comment est-ce qu'il est dépensé. Alors, on commence logiquement par les recettes, donc qui viennent des impôts. Donc c'est tout le évidemment. haut du Et graphique. tout le haut, c'est tout ce qui est bleu et vert. Tout ce qui est bleu et Tout vert. ce qui est froid. Hmm. Donc les impôts, les taxes, les cotisations sociales qui sont payées par les employeurs et par les salariés. Ça nous donne les recettes en jaune. Et puis ensuite, en rouge, on a toutes les dépenses. Sauf qu'on voit qu'entre le jaune et le rouge, c'est pour ça que ça fait une forme de pieuvre, et ben, il y a un écart, et cet écart, c'est le déficit. Ouais. Le déficit, en gros, c'est tout simplement que l'État dépense plus qu'il ne gagne. Et Non, mais vas-y, mais je regarde dans les dépenses justement, l'énorme tentacule à gauche, la plus grosse, c'est la protection sociale. absolument. Ça recouvre quoi? Faut couper. La protection sociale, déjà, il faut savoir que C'est- ça repose sur ce grand principe que les risques sociaux, donc vous perdez votre travail, vous tombez malade, vous vieillissez, ça arrive à tout le monde, est prise en charge par l'État et non pas par le marché. Ça, c'est un grand principe qui a été posé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et qui a donné naissance à la sécurité sociale. La protection sociale, c'est pas que la sécurité sociale, mais c'est essentiellement la sécurité sociale. Il y a aussi le chômage, il y a aussi tous les outils qui permettent de lutter contre la pauvreté, comme le RSA, par exemple. Voilà. Et alors, dans la protection sociale elle-même, ce qui représente les plus grosses parts de dépenses, c'est les retraites. Donc, c'est la branche dite vieillesse et la santé. Donc, c'est un peu... on voit que par rapport quand on reprend le poster dans son ensemble, on voit qu'en réalité, ce qui se joue dans les débats budgétaires et fiscaux de ces derniers mois, c'est la question de savoir est-ce qu'on continue à financer notre modèle social qui repose vraiment sur l'idée que la protection sociale, tous ces risques sociaux sont pris en charge par l'argent public et non pas par le marché. Et la raison pour laquelle c'est au cœur du débat politique, c'est parce que ça représente énormément d'argent? C'est la seule raison ou c'est une question de modèle, c'est une question de plus politique et philosophique? C'est un peu les deux. C'est-à-dire que si on se dit on veut maintenir ce modèle social, bien évidemment, il faut trouver les moyens. Voilà. Et donc, en fait, là, il y a un peu un match entre les retraites et la santé. Parce qu'on voit que la retraite, ça représente davantage de dépenses, mais en réalité, aujourd'hui, le déficit, il est surtout du côté de la santé. Ouais. Donc, du coup, il y en a qui disent non, le problème, ce sont les retraites, et d'autres qui disent attendez, il faudrait plutôt qu'on se penche sur les dépenses de santé. Voilà, donc déjà, il y a ce... Il y a 40 ans, les dépenses ce de débat-là. santé, elles n'étaient pas dans le budget de l'État.
Ah, là, maintenant, avant, la Sécu était Oui, autonome. tout à fait. Bah, c'est ce que. C'est-à-dire, ils ont voulu faire rentrer ça dans le budget de l'État, ce qui permet de faire des micmacs, etc. Mais avant, elle était autonome, si tu veux, la protection sociale. Ouais, ouais. Alors en fait, la protection sociale de base, elle est financée par les cotisations sociales. Et c'était ce système-là. C'était je cotise, donc j'ai ces droits sociaux. Et puis petit à petit, en fait, ça n'a pas représenté suffisamment de recettes. Donc du coup, il y a des impôts et des taxes qui ont été CSG. fléchés, CSG, CRDS. exactement, vers la protection sociale. Donc du coup, maintenant, c'est un petit peu mélangé. Et surtout, il faut savoir que la sécurité sociale, en réalité, elle doit avoir des comptes à l'équilibre, ce qui n'est pas le cas. Et donc, c'est l'État qui vient compenser, Ouais. en fait, le déficit de la sécurité Et sociale. du coup, c'est l'État qui a la main dessus pour dire ça on dérembourse, ça on dérembourse, ça on rembourse Absolument. plus, etc. Quoi. C'est ce qu'on appelle le financement de la sécurité sociale. Et oui, oui. Et c'est comme le service public de l'audiovisuel. Il n'y a plus de ressources fléchées qui viendraient de la redevance, par exemple. Donc maintenant, pareil, c'est dans le budget de l'État au global, sans avoir de ressources propres. Et ça permet à l'État d'avoir la main sur plein de trucs. C'est-à-dire que ça aussi, ça vient du fait que l'État a voulu avoir la main sur toutes ces choses. Et quand on dit l'État, on dit bien évidemment des décisions politiques. Ce qui n'est pas un mal en soi. Hein. Mais effectivement, ce qu'il y a, c'est que dans ce débat, on parle beaucoup de dépenses, mais on oublie souvent de parler de recettes. Et il faut savoir que si à un moment on se dit « Oh là là, ça coûte très très cher, on n'a pas assez d'argent, il y a du déficit », c'est peut-être parce qu'on a réduit les recettes. Et effectivement, pour ce qui est du financement de la protection sociale et donc des cotisations sociales, depuis 30 ans, il y a eu énormément d'exemptions et d'exonérations de cotisations sociales sur les bas salaires. La politique de compétitivité et de marché de l'emploi. Enfin, Oui, voilà, c'est ça. L'idée, qui n'était pas stupide en soi, c'était d'essayer de créer de l'emploi. Sauf que ça a créé ce que les économistes appellent une trappe à bas salaire, c'est-à-dire que du coup, les employeurs, ils n'ont pas intérêt à augmenter leurs salariés, parce que tout d'un coup, il va y avoir un seuil à partir duquel ils vont se mettre à payer des cotisations, donc ça va leur coûter plus cher. Chiant, ça. Et donc, ce que montre l'économiste, enfin ce que dit l'économiste Xavier Geravel, que j'ai interviewé au dos du poster, c'est qu'en réalité, ça n'a pas eu d'effet sur l'emploi, mais par contre, ça a considérablement réduit les recettes, les cotisations sociales, quoi. Et donc, ça a accentué le déficit de la sécurité sociale et de la protection Tu sociale. as parlé des déficits tout à l'heure. Il y a aussi une autre manière, plutôt que de faire entrer de l'argent dans les caisses par l'impôt, c'est de simplement en emprunter sur les marchés. La question de la dette, une question assez importante. J'ai vu que le premier président de la Cour des comptes, non, le président de la Banque de France, avait encore tiré la sonnette d'alarme comme il le fait chaque année. Qu'est-ce que tu penses du discours qui dit que la dette n'est pas un problème, il suffit de la faire rouler, on réemprunte tous les ans, c'est pas un sujet? Alors, c'est vrai que pendant longtemps, on pouvait considérer que la dette n'était pas un gros problème parce qu'on empruntait à des taux d'intérêt nuls, voire négatifs. Donc, il fallait qu'au bout d'un moment, on la rembourse, mais les taux d'intérêt ne coûtaient rien. Sauf que depuis quelques années, en gros depuis le Covid, là, les taux d'intérêt ont commencé à augmenter et donc, ça coûte de plus en plus cher. D'accord. Donc, très clairement, et on le voit sur notre infographie, c'est à peu près de mémoire... 48,9. Voilà, 50 milliards d'euros. C'est l'argent qu'on met à rembourser la dette, on ne le met pas dans d'autres dépenses publiques. Voilà. Et puis c'est bien le truc parce que ça permet vraiment de se faire une idée. Là tout à l'heure, on va sans doute parler du service militaire là, de Macron. On a eu le chiffre, 2 milliards par an. Bon bah là on voit, on peut comparer 2 milliards, d'accord, ça va aller où, etc. C'est bien pour avoir des ordres de grandeur de combien on fait avec quoi. Je peux enchaîner sur... Attends, vas-y Loumir. Loumir avait une question. Oui, avec les débats sur la taxe Zuckman là, ces derniers temps, on a beaucoup entendu de la part des médias traditionnels que taxer les riches, c'était pas la solution à tout, que c'est pas parce qu'on taxait les riches que pop, ça allait rentrer dans le budget et que c'était plus compliqué que ça, et nanani, nanana. Est-ce que c'est effectivement plus compliqué que ça, ou est-ce que si on augmente la taxe sur les salaires et les patrimoines les plus élevés, ça peut réduire ce trou? De mon point de vue, oui, il y a absolument des marges de manœuvre sur les hauts patrimoines et les très hauts revenus, absolument. Ouais. Merci. Merci beaucoup Claire d'être venue Merci à vous. sur le plateau de Backseat. Rappel du titre donc de ce numéro du 1 hebdo paru le 12 novembre, Modèle social, comment le réinventer. Où est-ce qu'on peut l'acheter? Vous pouvez le trouver jusqu'au 2 décembre dans les kiosques et les relais, et dans quelques semaines à nouveau sur notre site. Je dis à nouveau parce qu'on a été en rupture de stock, tellement cette infographie a un grand succès. Ben non, mais elle cartonne, bravo pour cette infographie. Ça a été compliqué de la faire? Ça a été long.
Ouais, j'imagine. Tu t'es fait aider d'ailleurs, je crois. Alors, effectivement, moi, j'ai cherché tout un tas de données auprès de plein de sources sérieuses, l'INSEE, l'adresse, la Cour des comptes, Eurostat. Et puis, on s'est fait aider par un expert des finances publiques, François Écaille. Et puis, j'ai travaillé avec une infographiste, Claire Martin. Mais c'est quand même hallucinant, genre que la DGFiP n'est pas juste déjà un truc comme ça, en fait. Je crois que le site internet du ministère du Budget est pas super mal fait en termes de transparence et d'information. Oui, sur mais le budget. vraisemblablement, vous avez dû chercher des infos. un Hop, peu tu donnes tout à Oui, l'IA et tu fais un absolument. graphique. Ouais, hein. ouais. Bah, il y avait des personnes sur les réseaux sociaux qui disaient que ça devrait être livré avec les déclarations d'impôts. Bah, limite, ouais, c'est 100%. clair. Mais d'ailleurs, Absolument, ouais. tu penses pas qu'il y a aussi un enjeu démocratique derrière cette complexité? Parce que là, Bah, je bien vois sûr, bien évidemment. les débats budgétaires au Parlement, on parle japonais. C'est-à-dire c'est très très complexe à comprendre. Il faut vraiment être un expert en finances publiques. On est nombreux à être Ou largués. japonais. Ou en Hein japonais. Ou japonais. Ou japonais. Les sénateurs, ils sont sénateurs. hein. Mais putain, vous êtes con. Mais non, je sais pas. Oui, il y a peut-être un enjeu démocratique aussi de transparence et de compréhensibilité du système. Bah, moi, en tant que journaliste économique, à travers différentes enquêtes que j'ai pu mener, je me suis rendu compte qu'à chaque fois que on nous servait des arguments comme quoi c'était technique, c'est qu'en réalité, on n'avait pas envie que les personnes, les citoyens et les citoyennes, ouvrent le capot pour comprendre Vraiment. que derrière, effectivement, il y avait des intérêts à préserver, etc. Donc, nous, c'est ce qu'on a fait justement, d'ouvrir le capot. Bah, D'où en- la en faisant nécessité cette, encore plus d'un travail tel que infographie. celui-ci. Bravo. Merci. À retrouver du coup jusqu'à début décembre le numéro du 1 hebdo modèle social, comment le réinventer, avec cette immense infographie réalisée par Claire. Tu nous rappelles le thème du numéro de cette semaine? Alors, je l'ai amené Ah, Ah. c'est quoi? parce que demain, c'est le Black Friday. Mhm. Et donc, c'est vrai, on ça. s'est demandé pourquoi aimons-nous tant acheter. Ah. Donc, allez l'acheter. Vraie question. Donc allez l'acheter. Merci beaucoup Claire, un tonnerre d'applaudissements pour Claire. Super clair, super intéressant. On a appris plein de trucs et on va continuer la discussion autour d'un sujet qu'on voulait aborder parce que ça fait partie de la discussion budgétaire et ça fait partie de la discussion politique. C'est le financement des associations. Parmi les perdants des budgets successifs, il y a les associations. En France, on compte 1,4 million d'assos. Elles emploient 11% des salariés du pays et elles vont très mal financièrement. L'État réduit les crédits alloués aux collectivités locales, ce qui rabote en cascade les enveloppes de subventions qu'elles auraient pu accorder aux assos. Pourquoi est-ce que toutes ces associations ont une importance démocratique, notamment dans le contexte des élections municipales? Le tissu associatif, comme on dit. Pourquoi c'est si important que ça? Hein Hein? Non mais dis-moi. Quand Non, on parce que moi, je suis réfléchit. inconvaincu, je passe mon temps à plaider parce que je viens de l'associatif, etc. Mais je sais pas Bah, dis-nous alors pourquoi. pourquoi c'est important les Ah ouais, associations. T'arrêtes pas de Explique-nous. plaider là. Moi, je veux bien dire un truc. Vas-y, dis un truc, Lumière. Ok. Je pense pour deux raisons. D'abord parce que l'État les a rendus nécessaires parce qu'ils se désengagent de plein d'endroits. Donc aujourd'hui, il y a plein d'assos qui font le taf du service public. Hein, donc ça, c'est pas normal. Mais aussi, je pense, au-delà de ça, parce que c'est important qu'on ait des structures indépendantes de l'État, dans laquelle les citoyens et les citoyennes se forment, s'organisent en dehors de la chose publique, enfin, en dehors, sans être vassalisés par les services publics ou par la chose publique. Et que si, et c'est pour ça que moi, je trouve cette ligne de crête, elle est vachement intéressante entre ce qui doit être financé par un service public et en même temps, ce que le service public doit laisser comme liberté aux gens de créer. Mm. Et c'est là où je trouve qu'aujourd'hui, on a un mauvais débat, parce qu'on a un débat sur qu'est-ce qu'on finance ou pas en termes de thunes, ce qui n'est pas un débat en termes de qu'est-ce qu'on veut laisser à la main des gens. Mais par exemple, aux États-Unis où j'étais, j'ai trouvé très intéressant la politisation de donc, ce que eux appellent mutual aid, ce que nous, on appellerait un peu... au-delà de l'associatif, donc l'éduc-pop, mais ils mettent dans l'éduc-pop aussi des services comme, je sais pas, la soupe populaire. Bah, en France, c'est vrai que c'est complètement dépolitisé. Tu viens au Secours Pop, enfin moi j'ai été bénévole au Secours Pop par exemple longtemps, ou autre type de distribution alimentaire, tu ne parles pas de pourquoi les gens ils sont en train de demander de la bouffe. En fait, c'est pas normal. Normalement, on devrait pouvoir avoir une conversation qui dit, en fait, si tu travailles et que tu en es à aller bouffer
grâce à la charité, c'est un problème. Et pourquoi c'est un problème? Et qu'est-ce qui crée les C'est pas forcément le situations? rôle de l'asso, en l'occurrence, elle pourvoit aux besoins. Ben, c'est là où moi ça m'interroge. Je pense que c'est le rôle de l'asso, en fait, parce que qui d'autre va le faire? Et tu vois, c'est ce qu'ont monté les Black Panthers. Quand les Black Panthers font le programme de petit déjeuner gratos, qui est leur plus grand programme à l'Acmé, ils ont distribué 20 000 par jour. Il y a des cours d'éducation politique qui vont avec. On te file pas juste à bouffer. On te dit, en fait, voilà à manger. Et par ailleurs, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où, alors même que tu travailles, tu n'as pas assez de thunes pour donner à bouffer à tes gamins, en fait? Et comment, surtout, est-ce que demain, on change cette société? Et c'est là où je trouve que quand même, il y a quelque chose à réfléchir, y compris à gauche, où on a vachement le réflexe de « il faut un service public ». Bah, en fait, le problème du service public, c'est aussi qu'on se met dans un rôle de bénéficiaire. Et moi, je trouve intéressant que les assos, elles permettent aux gens qui participent à l'asso d'être des citoyens et des citoyennes pleines, et pas juste en attente d'un service de la part de l'État. Citoyen mais dans consommateur. l'action. Ouais, exactement. Et Moi moi qui suis une Ouais, vas-y. vieille personne, j'ai aussi le souvenir. Alors ça, que si vous étudiez les mouvements sociaux et tout, vous verrez tous qu'il y a un renouvellement au milieu des années 90 où les assos commencent à prendre beaucoup de poids, notamment parce que les partis ont de moins en moins de poids. Et je pense à des assos qui ont vraiment renouvelé et continuent à penser ce que pouvait être la gauche, la transformation sociale, à côté des partis. Parce que les partis étaient dans d'autres aventures. Tu avais le PCF qui était sonné par la fin de la chute du mur, il ne savait pas du tout où il allait. Tu avais le PS qui Droit lui de gueule. était quasiment au pouvoir. En 97, il est au pouvoir. Où il en sort en 95. Mais enfin bon, il est pas dans une dynamique de transformation sociale. Et tout ça, ça va être porté par un secteur associatif. Un secteur associatif qui va aussi emmerder le PS quand il sera au pouvoir. Bien Avec sûr. l'aide à l'époque, on ne disait pas encore les migrants à l'époque, on parlait d'exilés, on réfugiés. parlait de sans-papiers surtout, et l'aide aux sans-papiers. Et puis, toutes ces assos qui ont constitué tout le tissu de l'altermondialisme. Donc, on a reçu la directrice d'Oxfam il n'y a pas 2 semaines, mais on peut penser surtout à Attac. Attac qui a été un vivier, et pareil, c'est pas un parti. C'est pas un service public, c'est une association dans laquelle les citoyens s'investissent, on essaie de faire bouger des choses, de continuer à réfléchir dans les interstices, là où on peut, et même sur le débat économique. Voilà, c'est vrai qu'on réfléchit à l'économie dans les universités, mais il y a aussi des associations, etc. Attaque, notamment. Attac et Oxfam ont participé aussi au fait qu'on a continué à réfléchir, mais dans une perspective de transformation sociale. Donc les assos ont aussi un rôle politique, Bien sûr. et l'assèchement, et d'ailleurs un rôle politique beaucoup plus en lien avec les citoyens, si tu veux, Bien sûr. que ne seraient les partis, parce que c'est un jeu politique qui est dégagé du problème des élections. Bien Il n'a sûr. pas ce problème-là, il n'est pas obsédé par ça, il peut réfléchir et faire une action de long terme. Et c'est à partir des années 90 que ça a commencé à avoir un rôle vraiment crucial. Et d'ailleurs, moi, je pense aussi que aujourd'hui, la France Insoumise bénéficie largement du travail qui avait été fait Oui, certainement, des années Les 90 UCPOP, au début des ouais, années bien 2000. sûr. Après, il y a un autre élément aussi qui est assez important, je pense, d'un point de vue utilité démocratique des associations, c'est leur expertise. On met rarement en avant par ailleurs, notamment dans les milieux sectoriels. Enfin, d'un point de vue sectoriel, je pense à toutes les expertises pour l'accompagnement des personnes victimes de violences sexuelles et sexistes, l'expertise aussi sur les enjeux environnementaux, sur effectivement les enjeux aussi de fiscalité, d'économie, etc. Donc en fait, il y a tout un vivier d'expertise aussi qui est fondamental et qu'il faut continuer à soutenir et à financer. Et ça permet aussi, je pense, dans une certaine mesure, une certaine forme d'autonomie par rapport à l'État. Et ça leur permet d'intervenir dans des domaines. Mais du coup, sur les financements, tu veux pas filer quelques chiffres quand même pour Si, vas-y. illustrer un peu le propos? Je peux faire un peu... Tu les as Vas-y, fais-le. Ouais, je T'as les pris des ai, chiffres ouais, j'ai pris des... J'en avais quelques-uns, mais vas-y, Mais on va. ouais, j'ai des petites On va voir notes. qui c'est qu'elle est mieux. Bah écoute, des petites notes. Un peu globalement, il y a une note assez intéressante et très éclairante à cet égard qui a été réalisée par le mouvement associatif sur l'analyse du PLF 2026 et qui parle un peu aussi de toute façon de la situation des associations qui sont vraiment... là, c'est une chronique d'une mort annoncée, hein, globalement, pour le secteur associatif. Merci beaucoup, Usil. Tu veux le lire, celui-là? Je te le file. Si tu veux. Allez, on va le faire ensemble. 75% des 70. associations... Merde, oui, c'est écrit tout petit. 70% des associations employeuses déclarent des fonds propres fragiles ou nuls. Voilà. Il y a eu quand même des plans de sauvegarde qui se sont multipliés ces derniers temps. En 3 ans, les plans de sauvegarde et de liquidation des associations ont doublé. C'est quand même pas rien, je veux dire. Service civique, alors il y a moins 115 millions, pardon. Pff, je m'emballe un peu. Wow,
Je me suis dit, ça fait Claire, beaucoup. reviens 115 millions en moins pour les services publics. Et je voulais faire un petit focus sur les assos qui accompagnent les victimes de violences sexuelles et sexistes, si vous le permettez. Vas-y. Oui. Il y a une enquête qui a été réalisée par la Fondation des femmes en 2025 sur la situation financière des associations féministes. Et ben, je vous dis, c'est pas Jojo. Clairement, 71% d'entre elles déclarent une situation financière dégradée ou très dégradée par rapport à 2024. 6,7 millions d'euros de pertes nettes estimées en 2025. Et environ, donc du coup, ça a une conséquence évidemment. Plus de 6 000 personnes de moins ont été accompagnées en 2025 à cause de ces pertes. Donc, et je rappelle quand même quelques chiffres puisque nous sommes au lendemain du 25 novembre. Ça ne veut pas dire évidemment que les violences sexuelles et sexistes reculent. Ça veut dire que l'État se désengage. Je rappelle quelques chiffres publiés par Nous Toutes sur leur site. 152 féminicides depuis le début de l'année, alors nous parlons, soit à peu près un tous les 3 jours, chiffre en augmentation ces dernières années. Une femme sur 2 a déjà subi des violences sexuelles en France. 80% des femmes en situation de handicap ont été victimes de violences. Dans 91% des cas de violences sexuelles, les femmes connaissent leur agresseur et 75% des agressions islamophobes visent des femmes. Voilà, c'était juste pour replanter un peu le décor. Non, c'est intéressant. Enfin, moi, ça fait écho avec un truc plus perso, c'est que l'association dans laquelle j'ai été formé, dans laquelle j'ai milité quand j'étais jeune, a mis la clé sous la porte il y a 1 an. Ah. Et ça m'a profondément ému parce que la mort d'une asso, c'est terriblement émouvant. Parce qu'une asso, c'est un lien très puissant entre des gens au service d'un idéal, au service d'un projet, au service d'une action. Et vous savez, quand on parle de la dévitalisation des zones rurales, quand on parle de la fermeture des classes, quand on parle de la fermeture du bar tabac du village, quand on parle de la fermeture de la boulangerie, Ils ne sont pas obligés de faire du rural. Non, c'est parce que vous êtes tous des ruraux autour de la table, c'est pour ça. Mais la fermeture d'une association qui fait vivre les gens du coin, qui les fait vivre au sens de qui crée du lien, qui fabrique aussi de la solidarité, qui fabrique des sourires, qui fait se rencontrer les gens, ça aussi, c'est beaucoup moins bruyant. Et pourtant, ça dévitalise, c'est fondamental dans les territoires. Et c'est pour ça que je pense aux élections municipales. On parle souvent des élus locaux qui doivent très très bien connaître le tissu associatif local. J'ai connu des élus locaux qui ne connaissaient absolument pas le tissu associatif local. Et ça leur posait aucun problème. Et moi, ça me pose un vrai problème. Parce que je considère que c'est essentiel en fait pour comprendre un territoire, quel qu'il soit, une ville, une commune. Et savoir qui sont les gens, les acteurs. Et puis surtout, les associatifs du coin, c'est les meilleurs lanceurs d'alerte sur ce qui se passe dans le coin. Ils te donnent des infos, ils savent ce qui se passe, ils sont au courant de tout, ils voient le territoire évoluer, ils sont capables de tirer la sonnette d'alarme, ils ont des choses à dire. Les journalistes de la presse quotidienne régionale, ils les connaissent tous, ils les appellent, etc. Parce que c'est eux les meilleures sources d'infos. Donc ouais, non, la vitalité associative, c'est une vitalité démocratique. C'est pas toute la démocratie, mais c'est une part essentielle de la démocratie. Et oui, je considère que la démocratie, ça implique aussi le fait que les citoyens agissent par eux-mêmes, pas seulement votent, pas seulement sont représentés. Et je pense en plus, pardon Jules, je pense... ta gueule, non je déconne. Je plaisante. Je pense en plus, au-delà de l'aspect financier qui est quand même un peu fondamental, voire central, dont on est en train de discuter, il y a d'autres attaques au secteur associatif qu'on n'a pas encore mentionnées, mais il y a eu déjà la dissolution des Soulèvements de la Terre, qui n'était pas une association mais un collectif, mais peu importe, en fait, l'intention est la même. Il y a aussi le pacte républicain, une espèce d'absurdité sur... voilà, alors là, c'est une dinguerie. Enfin, il y a tout un... La loi séparatiste. Exactement, la loi séparatiste aussi. Et là, assez récemment, pas plus tard qu'il y a, je crois que c'était la semaine dernière, a été mis en place au sein du Parlement européen une espèce de commission d'enquête du PPE soutenue par l'extrême droite afin de contrôler le financement des associations au niveau européen. C'est une dinguerie. Donc, je pense que ça, c'est aussi des signaux faibles auxquels il faut être très attentif. Un autre exemple auquel je pensais, dans la catégorie vitalité démocratique, et finalement les associations, c'est aussi la société qui se défend, en tout cas des secteurs qui peuvent se défendre parce qu'ils ne vont pas avoir nécessairement de relais dans le politique ou même dans les sphères du pouvoir. Je pensais au CCIF. Tu vois, qui était le comité contre l'islamophobie en France, qui s'est fait dissoudre la gueule. Il y a des choses qu'on ne dit pas, qu'on ne peut pas dire. Et donc, il a suffi de leur... De toute façon, c'est pas compliqué de s'en prendre aux musulmans. Il suffit de leur prêter des liens vagues avec les frères musulmans. Voilà. Caroline Forest, et hop, c'est dans la réglé, boîte. Ouais. Donc, et c'est exactement ce qui s'est passé pour le CCIF. Alors, c'est une chose de dissoudre les associations.
mais il suffit aussi de les laisser crever. Et là, c'est plutôt ce qu'on fait en ce moment. Ce tissu associatif, on le laisse crever. Quand c'est pas carrément intentionnel, dans certaines régions, je pense à Christelle Morancé, qui carrément supprimait tout un tas de subventions vers la culture, qui allaient vers de l'associatif aussi, culturel, parce que dans le modèle de la droite et particulièrement de l'extrême droite, la culture subventionnée, ça va bien. En fait, laissons faire le marché, comme ça il y aura des puits du fou partout, voilà, parce que ça c'est rentable. La droite, ils savent faire du pognon avec des sons et lumières un peu rasselards, mais à gauche, on a besoin de subventions parce qu'il y a moins de monde à nos trucs. Donc hop, on va les asphyxier comme ça, on coupe les subventions. Donc c'est extrêmement politique aussi, si tu assèches le secteur associatif, parce que rassurez-vous, les associations de droite, ce terrain est là, hein. Il y a le fonds pour le bien commun, ils vont trouver des financements, il n'y a pas de problème. Mais pour les trucs citoyens, pour les trucs un petit peu plus proches de vous, là par contre ça va être beaucoup plus dur. J'en profite juste pour faire un petit focus sur la situation des librairies à Paris. Parce que je ne sais pas si vous l'avez vu passer, il y a Street Press notamment qui a sorti un article. Il y a une subvention de 500 000 € qui concerne une quarantaine de librairies indépendantes qui a été torpillée par la droite au sein du conseil municipal. Donc normalement, il devrait y avoir une deuxième délib. À Paris ? À Paris, ouais, cette semaine, enfin la semaine dernière. Donc du coup, voilà, je voulais juste aussi... Enfin, tu parlais du financement de la culture, effectivement, enfin torpiller sur les librairies indépendantes, c'est aussi méga chaud. Donc soutien aux librairies et soutien à la culture et soutien à tout, en fait. Sur les associations, tu avais un truc perfide aussi qui avait été inventé par les macronistes, c'était le contrat d'engagement républicain. C'est ça dont je parlais tout à l'heure. C'est ça dont tu parlais tout à l'heure, que les assos devaient toutes signer. Ça existe encore, hein. Et ça existe encore. Et il y a cette espèce de... Moi, je trouve ça terrifiant démocratiquement, cette espèce de rapport suspicieux. Genre l'État regarde bizarrement le monde associatif. Bien sûr. Oui, alors a fortiori, quand c'est des musulmans ou des personnes racisées ou des personnes ouvertement de gauche, hein, quand même. Oui, ou écologistes ou féministes. Enfin, tu vois, ça peut aller très très vite. Ça peut être une pente glissante absolument terrible. Et vraiment, une démocratie qui regarde mal son tissu associatif, c'est le début de la fin. Enfin, c'est terrifiant. Il faut rappeler en effet que c'est pire dans les villes ou les régions de droite. Hein. Chez moi, c'est Wauquiez, par exemple. Donc Wauquiez, c'est plus simple. Pas cool, Wauquiez. Il a supprimé les subs de toutes les assos écolos. Hop, pour les philo-chasseurs. En disant, finalement, c'est les plus grands écologistes de France, on le sait. Début de mandat. Et c'est encore pire dans les villes RN, qui, elles, bien sûr, suppriment les subs de la culture, etc., mais aussi le secours pop, suppriment l'accès aux locaux, etc. Donc, enfin, le parti des faibles et des opprimés, on repassera. Hein. Je me souviens, j'étais passé à côté du conseil régional à pied et ça jouait du corps de chasse dedans. Je me suis dit, c'est de l'argent qui est bien employé, ça. Vraiment, ça faisait comme dans Groland au début, quoi. Je fais d'accord. C'est le conseil régional, très bien. Comme dans Groland. Non, mais à garder aussi en tête l'année prochaine, puisqu'il est probable qu'un certain nombre de villes passent sous l'escarcelle du Rassemblement national. Si vous vous présentez au municipal. Sauf si vous vous présentez et que vous votez, mais gardez en tête dans les mois qui suivront l'arrivée au pouvoir du Rassemblement national dans les villes, ce qu'ils vont faire, c'est très souvent la fin des subventions à beaucoup d'associations. Ça fait partie des choses auxquelles l'extrême droite s'attaque. Et on l'a vu dans les villes, on l'a vu à Orange, on l'a vu à Toulon, on l'a vu dans plusieurs villes où l'extrême droite ferme les associations et ferme aussi les lieux festifs. Voilà, c'est là où il y a des jeunes notamment, les bars dansants, les boîtes de nuit, les endroits un peu sympas en centre-ville. Il va danser sur du corps de chasse. Franchement, c'est pas terrible. Mais il y a des assos qui vont survivre, hein, les assos conservatrices, machin, les familles, les couilles, les trucs, voilà. Ça va survivre. Ça, c'est une asso conservatrice. Ouais, machin, famille, les familles, mes couilles. couilles. Ah, sympa. Mes couilles, mon choix, machin. Tu vas avoir là toujours des subventions qui vont venir de ce terrain ou de je sais plus qui d'autre. Tu sais, un truc masculin qui s'appellerait Mes couilles, mon choix. Eux, ils auraient du pognon. Les droits des papas. Voilà, les droits des papas. Là, il y aura du pognon. Les droits des papas, c'est sûr droite, qu'ils et vont des milliardaires de voilà. C'est vrai qu'à gauche, il n'y a pas de fric, mais il y a des idées. C'est à Perpignan qu'ils avaient organisé une espèce un grand raout sur la liberté d'expression. Genre anti-wokiste. Ah oui, la liberté mais d'expression. Mais ça, c'est leur grande spécialité. Ils volent nos mots, ils les vident de leur substance et ils les remplissent de trucs à côté. Enfin, quand tu vois qu'on est en train de se faire voler le truc de liberté d'expression, c'est extraordinaire quand même. Moi, je trouve ça, le culot. Vraiment, l'audace elle-même est choquée.
Autre sujet dont on voulait parler parce que ça fait la une de l'actualité, la question du narcotrafic. Le sujet est revenu en force dans le débat politique après l'assassinat de Mehdi, le petit frère du militant anti-narcotrafic Amine Kessassi à Marseille. C'était le 13 novembre dernier. Usul, je crois que tu as été marqué par le traitement médiatique de cette affaire. J'ai tout regardé autant que faire se peut. D'ailleurs, je vous conseille, il y a une série documentaire sur Arte en 2 volets d'1 heure. Il y a un à l'air libre aussi sur Mediapart où il y a le réalisateur de la série, des 2 docus, des 2 52 minutes d'Arte qui est invité aussi. Allez regarder ça pour Mais il prendre s'appelle comment juste? le docu, je me rappelle plus. C'est un truc sur C'est dans les narcotrafic. derniers trucs sortis. Tu vas sur Je l'ai la. regardé aujourd'hui pour préparer l'émission. Ah. J'ai pas kiffé. T'as pas kiffé quoi? Le double documentaire. Bon, de toute façon, les gens l'ont pas vu, donc on débriefera après. Mais donc ça s'appelle Narcotrafic Arte. Narcotrafic. Si on veut- Tu tapes narcotrafic Arte, tu tombes dessus. Ok, super. Et donc ça Non, mais comment si tu l'as vu, tu dois savoir le titre, Jean. Mais je sais plus. C'est T'as juste envie de. Il a pas juste, aimé, bah c'est ouais, vrai. c'est Non, ça. Non, le propos du docu, c'est de se dire la grosse plaque tournante en Europe, c'est les Pays-Bas. Historiquement, et puis toujours maintenant avec son énorme port Rotterdam. Bon, alors un peu moins maintenant qu'ils ont tout mécanisé, mais maintenant du coup ça se reporte sur Le Havre et il y a de Marseille qui a toujours été beaucoup. Mais le propos du docu, c'est de décentrer le truc et de dire de toute façon la drogue arrive. Mais elle arrive par cargaison entière. Tu peux pas avoir fait la mondialisation et foutre des porte-conteneurs partout dans le monde, multiplier les possibilités de communiquer d'un pays à l'autre. C'est-à-dire que nous, on pense la France, les narcotrafics, on s'imagine Marseille, c'est des Marseillais derrière et tout. Des aides-mafias, ça doit être que des Algériens de Marseille. C'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est beaucoup plus... Eux, ils pensent pas en termes de pays. Hein. Ils pensent vraiment en termes de territoire au global et ça va d'un pays à l'autre et ça bouge. Et puis, t'as même pas le temps de calculer que le mec, il est déjà parti dans la péninsule arabique pour kiffer son pognon. À Dubaï. Donc voilà, donc c'est très compliqué de percevoir ça d'un point de vue seulement national. Il faut dézoomer pour voir qu'en fait, oui, évidemment qu'on a un énorme problème. Un énorme problème aussi de santé publique. On a un énorme problème parce que particulièrement avec la montée de la cocaïne depuis 10 ans, la cocaïne, c'est un des trucs qui est en effet très peu cher à produire, qui a une valeur énorme, qui pèse pas beaucoup, tu peux en mettre plein, et c'est pour ça que c'est la marchandise star. Si vous avez vu la série Narcos, vous voyez au début, Pablo Escobar, c'est un smuggler, c'est un contrebandier. De cannabis. Non, au début, non, c'est oui, des c'est télés vrai. carrément, c'est des camions de matos volés. Et là, tu t'aperçois qu'en fait, les trafiquants de drogue, c'est ce que dit aussi le docu, les trafiquants de drogue, c'est avant tout des super bons contrebandiers. Ouais. C'est des contrebandes. Le cœur de leur truc, c'est le business. C'est des commerçants, comme tu le dis, c'est des businessmen, c'est des capitalistes sauvages. Mais alors sauvages, mais c'est des capitalistes. Et dans un monde hyper capitaliste qui valorise la circulation de la marchandise, quelque part, tout est déjà là pour eux. Bien sûr. Et je parle même pas des messageries cryptées aujourd'hui, voire... ça, le docu en parle pas, mais j'y pensais aussi. Voire au Bitcoin, voire aux crypto-monnaies aujourd'hui, qui vont être encore une fois. En fait, ils ont tout en main. Et nous, on est un pays au milieu. On voit bien que si tu veux t'y prendre, en effet, c'est plutôt à plusieurs. C'est quand même plus simple de démanteler des trucs parce que, bah oui, c'est des liens avec les Colombiens qui se passent là, qui se passent là-bas. Et en dernier, et je m'arrête là-dessus, et au bout de la chaîne, donc pour quelques narcotrafiquants très dangereux et très riches, en bout de la chaîne, on a des victimes évidemment du trafic, mais des victimes du produit et des victimes qui se retrouvent embarquées là-dedans, qu'on fait descendre. Donc là, pour Marseille, on nous parle de gamins, vous avez sans doute entendu aussi les témoignages, on nous parle de gamins qui vont dans un train pour aller faire le chouf pendant quelques jours, pour mettre un peu de beurre dans les épinards. Il y a une étude qui est sortie aujourd'hui dans un article du Monde qui raconte quel est le profil de ces gamins qui se retrouvent là-dedans, et c'est eux qui se font tuer la plupart du temps. C'est assez... Donc... c'est des gamins les plus en précarité. C'est des gamins, donc pas tellement de parcours scolaire, parfois même des troubles mentaux, qui sont les premières cibles, parce que ça c'est complètement... Il ne s'agit pas, tu rentres pas dans la DZ Mafia. C'est décentralisé. Tout le monde est un peu à son compte. Tu vas avoir une mission, tout va se passer par messagerie. Tu prends ta mission, tu prends ton argent, on te fait faire la mission, et après... T'es dans la l'intérim, nature. hein. Ouais, c'est Hein intéressant. Non, mais ils sont auto-entrepreneurs. Enfin, c'est Complètement. vraiment, c'est exactement la déstructuration du travail. C'est ubérisé, c'est ça. Ils C'est ça. se sont complètement adaptés à tout ce qu'on peut faire maintenant et à tout ce que le capitalisme fait déjà au travail, Leur quelque permet, part. Bien sûr. Et Là, donc, on est loin des familles où, en effet, Oui. quand tu étais en tôle, la famille payait, il y avait une sorte de loyauté. Enfin, c'était une famille. Alors, je ne peux pas passer pour la meuf qui disait que c'était super la mafia, hein, mais Mais là, quand je même. trouve que c'est. Non, mais c'est intéressant parce que, comme tu le dis, enfin, c'est inimaginable de penser qu'on peut faire la mondialisation. Pour moi, c'est la même chose sur la migration. On pense qu'on va faire bouger que les trucs qui arrangent les riches.
donc les capitaux, en gros, quoi, et les marchandises qu'on peut se vendre. Mais forcément que quand tu mondialises tout, tout bouge, y compris les gens, y compris la drogue, y compris les armes, et les gens qui choisissent de bouger. Mais on peut aussi parler, parce que ces gens qui font du narcotrafic font aussi du trafic de femmes et d'enfants. En majorité quand même, pour des trafics d'êtres humains, font aussi du trafic d'armes. Enfin, et ça, moi je trouve que c'est parfois un peu dommage qu'on n'aille pas au fond de qui sont ces gens en fait. C'est comme tu le disais, exactement des génies de la contrebande, contraband et du capitalisme. C'est vraiment ils sont le produit du capitalisme ultramondialisé qu'on connaît aujourd'hui. Et moi, ce que je trouve aussi, c'est ce que je voulais dire sur les consommateurs. Il y a aussi, Emmanuel Macron avait accusé les consommateurs d'être co-responsables des morts oui, de la drogue. Bien sûr. Bref. Je me détends parce que sinon je vais dire des choses assez peu respectables en public. Chez moi, par exemple, il y a 2 psychiatres pour un bassin de 100 000 personnes. 2 psychiatres conventionnés. OK ? Donc, j'ai énormément de potes qui s'automédicamentent avec la drogue. Oui. En fait. Parce que rien que pour avoir des médocs, il faut avoir une ordonnance. Ouais. Mais pour avoir une ordonnance, il faut avoir un rendez-vous. Et ça, c'est déjà si tu as réussi à avoir un rendez-vous avec quelqu'un. Waouh! Mais à partir du moment où on fait un monde du travail qui écrase les gens, où on fait un système qui les maltraite, il va y avoir des gens dont la santé mentale est fragile. Et en plus, on les prive de l'accès à la capacité à se soigner. Et ben, les gens, ils s'automédicamentent, en fait. Enfin, il y a un moment, c'est évident. Et donc, il ne faut pas faire les surpris quand on dit « Ah oui, mais pourquoi les gens, ils consomment autant de drogue ?» Ils consomment autant de drogue qu'ils consomment de médoc. Et sauf qu'il y a des endroits où c'est plus facile d'acheter du shit que d'avoir accès à une prescription de médicaments. Et la coke c'est devenu un truc où c'est plus seulement festif, c'est la coke au travail pour un certain nombre de Pour métiers. tenir les cadences. La restauration, les routiers, les marins pêcheurs tiennent comme ça. Et tu sais, aux États-Unis, la meth, donc ce truc qu'on a très peu en France, hein, j'ai l'impression quand même. Oui, pourvu que ça dure. Ouais. Ouais, c'est clair. Et les opiacés, donc une forme d'héroïne, sont des drogues du capitalisme. Les gens qui ont pris de la meth, typiquement, il y a un super livre qui s'appelle Methland, si le truc vous intéresse. C'est une drogue qui est née dans les États ruraux des plaines au moment de la désindustrialisation. Parce qu'en gros, les gens qui avaient des tafs syndiqués, en 35 heures, non, faut pas déconner, c'est les US, mais aux 42 heures où ils étaient payés assez pour pouvoir élever une famille, etc. Toutes ces usines ont fermé, elles ont été remplacées par des tafs uberisés, donc les gens ont dû prendre 2 tafs pour gagner la même somme. Et ben en fait, tu travailles pas le matin et le soir sans aide d'une substance en fait. Et donc ils ont commencé à faire de la meth pour pouvoir la prendre, pour pouvoir aller au boulot. Les opiacés, ça a majoritairement été uniquement créé par des labos qui ont largement ciblé des États pauvres ruraux désindustrialisés parce que c'était des gens qui avaient des douleurs chroniques et qu'on leur a proposé des antidouleurs soi-disant sans accoutumance. Enfin, je veux dire, les gens qui sont ciblés, y compris par les labos, si on élargit à l'addiction, c'est en effet les gens précaires qui ont des tafs qui leur bousillent la santé ou qui ont une santé mentale extrêmement fragile à cause de leur environnement de travail ou de vie et qui n'ont aucun autre moyen d'aller mieux. Alors je dis pas qu'il n'y a pas aussi des gens qui prennent des pills pour faire la teuf et on peut en discuter de c'est quoi aussi de participer de soi-même à ce genre de système. Mais en fait, il y a aussi plein de gens qui ont un sujet d'addiction et on n'a pas de solution pour eux en fait. Bah non, vu que c'est criminalisé, de toute façon, tu vas même pas oser Ouais, dire puis alors, justement. on l'a pas dit, mais il faut légaliser le cannabis. Enfin, ça fait un long moment Le qu'on aurait cannabis, dû faire ça, putain quoi. Et en plus, en plus, je trouve que les mots qui sont utilisés dans le débat public sont dans une espèce de crescendo assez impressionnant. On parle de mexicanisation, on parle de narcoterrorisme. On parle de... voilà, on utilise ces mots-là. D'ailleurs, à propos du terrorisme, on a aussi une sorte de mimétisme en termes de moyens, en termes de montée en gamme de l'action des États dans la lutte contre les narcotrafiquants qui se calquent sur les régimes antiterroristes. Je ne sais pas si c'est la bonne réponse. Je ne sais pas en tout cas si cette surenchère de la répression est la bonne réponse. Je ne sais pas non plus si la dépénalisation est en soi une bonne solution. Ça dépend du type de drogue. Je veux bien en parler. Vas-y. Et vas-y, parle-en, Léa. Ouais. Justement, moi, c'est une question sur laquelle j'avais pas mal bossé. Notamment en 2020, j'avais fait un docu sur la politique des drogues et le coût social, etc.
Et en fait, et d'ailleurs, les choses ne s'améliorent évidemment pas. À l'époque, il y avait quand même un débat, notamment auprès des macronistes et Robin Reda, un mec de droite aussi, on les appelait les canamères. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Les canamères. C'était en fait tout un groupe du Ah oui, le maire de centre droit. Dijon. Ouais, non, voilà. je sais plus. Ah non, Repsa même. Limoges. C'est Repsa. On n'en parle c'est pas plus le du genre tout, de légaliser d'ailleurs. le cannabis. Non, mais il y avait un oui, mec on de en parle. droite. Ben voilà, justement. Et c'est genre, là où ça je a voulais en venir. disparu, ce Ça a sujet. parfaitement disparu du débat public, raison. alors qu'à un moment donné, il était question, d'ailleurs, il y en avait qui pensaient que ça allait être le coup de Macron pour Macron, 2022. oui, voilà, ça devait être exactement. son Il grand était machin, question hein. que ce soit Ah sa non, ils a fait mesure la réforme des retraites. progressiste, etc. Et en fait, ça a complètement été éclipsé du débat public, notamment avec le poids qu'a pris, évidemment, cette approche parfaitement sécuritaire, mais de toute façon, c'est quasiment comme ça tout le temps. Il y a aucun... Alors, d'une part, effectivement, en termes de santé publique, il n'y a aucune logique de santé publique dans l'approche politique aujourd'hui de la question. Il y a évidemment aucune prévention, ou très très peu, on ne va pas se mentir. Il n'y a pas de politique de réduction des risques. Il y a eu les salles de shoot qui ont été mises en place, mais enfin bon, ça n'a pas non On plus... dit pas salle de shoot. Ça a été, oui. Les gens qui travaillent dedans te diraient, on ne dit pas Salle de Les salles de consommation. à consommation, Montpellier. Mais ça, à c'est moindre minime risque, par rapport à la pardonne-moi. consommation de drogue de France. Enfin, j'aimerais savoir les gens qui s'injectent, combien ils sont par rapport à... Alors, je pense que c'est pas négligeable, mais en fait, il y avait une expérimentation qui avait été mise en place sous Marisol Touraine, qui était censée être déployée davantage, et ça n'a pas été le cas non plus. Enfin, il y a constamment, en fait, cette approche, en plus... 100% sécuritaire, parce qu'elle est 100% sécuritaire, pour le coup, il n'y a pas d'approche sociale, effectivement, non plus, parce que qui consomme ? Qui se retrouve effectivement dans des trafics? Je veux dire, c'est des personnes en situation de précarité sociale, de toute Pas évidence. seulement, pas Et seulement. pour beaucoup, de détresse sociale. Enfin, En tout cas, Ah, ça bah, peut ça les dépend foutre dedans. quel type ça peut de les foutre consommation. dedans, Ça ça, peut- c'est ça sûr. dépend Si évidemment. tu fumes un ouais. ouinge le soir, pardon, mais enfin, tu peux acheter de l'alcool en France, Ouais. des bouteilles, J'allais y des venir. bouteilles, des bouteilles. Mais par contre, tu peux pas fumer un joint. C'est quoi cette histoire? Pardon. Alors justement, j'allais précisément y venir parce qu'il y a des coûts sociaux, effectivement. Les drogues illicites, on les chiffre à peu près 7,7 milliards, je crois. Tu parles des effectivement- externalités. Oh, bah, il me fait chier. Non, mais je veux Oui. dire, tu parles des Mais externalités. c'est pas possible de parler dans cette émission sans être interrompu toutes les 3 secondes. Oh là là. Oh. Ah, c'est un talk Je show. cherche mes chiffres. Dit-elle en étant confuse dans ses Oh. fiches. Oui, absolument, les externalités, tout à fait. Usul. Tu veux nous expliquer ce qu'est une externalité? Bah, c'est qu'en gros, ils prennent le Pendant que tu pognon cherches mes et pendant ce temps-là, tous les coûts sociaux, tu parlais de coûts sociaux, c'est-à-dire Tout à fait. tout ce que ça va coûter à la Sécu, aux gens eux-mêmes, enfin voilà, les externalités qui ne sont pas assumées par. D'ailleurs, ça c'est tout le problème, c'est-à-dire c'est tout un marché où il n'y a pas de cotisation, il n'y a rien, il n'y a Bien pas sûr. d'impôt, évidemment. c'est pour ça qu'on parle aussi de rêve Ah, voilà, ça y est, j'ai les capitaliste. chiffres. Hein. C'est-à-dire qu'ils ne sont responsables de rien, ils font Oui, juste c'est vrai. un max de thunes. Donc, Bref. J'ai des chiffres Elle a retrouvé comparatifs. ses chiffres. Ça date un peu, désolé, je crois que c'est 2022 pour le coup, de l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives, qui fait état du coût total des drogues en France, du coût social total des drogues en France, c'est 250 milliards par an. Et par ordre de grandeur, le principal, c'est le tabac, 120 milliards. Mais 120 millions, attends, putain, mais qu'est-ce que d'externalités j'ai, ouais. négatives. D'accord. Exactement. Mais le tabac, il y a une taxe. L'alcool, 100 millions Il y a des taxes. aussi. Mais ça rapporte Et les rien drogues par illicites, 8-9 finalement. Ouais, Donc voilà, il y a aussi ça qu'il faut prendre en considération. Et puis je voulais vous donner aussi des exemples d'États qui ont décidé de dépénaliser, et plus particulièrement, je pense au Portugal, qui était un des États, parce qu'on parle aussi bien sûr des consommations à risque et les personnes qui se mettent dans des dangers lorsqu'elles consomment. Le Portugal était un des États où il y avait le plus de décès liés à la consommation de drogue. Et en l'occurrence, ils ont réduit drastiquement ces décès en quelques années. Et désormais, c'est un des États européens où il y a le moins de décès liés à la consommation de drogue. Donc, il y a les enjeux de traçabilité, d'accompagnement, etc., etc. Donc, en résumé, il faut une politique publique C'est qui soit important. vraiment volontariste, notamment d'un aspect sensible. C'est important, Axe santé c'est publique. important de parler de coût social des drogues. Alors, c'est des outils qui sont parfois discutés par les économistes et les statisticiens parce que tu es obligé d'agréger des chiffres de choses un peu différentes. Et par exemple, la mort précoce, combien tu la chiffres? Eh C'est quoi le manque à gagner pour bien l'État sûr. d'un mec qui meurt à l'âge de 40 ans au lieu de l'âge de 70? Bon. Mais ça se calcule quand même. En tout cas, il y a des approximations qui sont intéressantes. Il y a une énorme légende urbaine aussi qui consiste à dire que l'État gagnerait de l'argent avec le tabac, par exemple. C'est faux. L'État perd un fric monstrueux. En tout cas, l'effort public en termes d'argent que coûte le tabac à la France est largement supérieur aux taxes
que rapporte le tabac dans les caisses. C'est quoi à peu près? On n'a pas sur le. Alors moi, les chiffres que j'ai, les chiffres que Sort j'ai, le Arrête avec tes graphique. chiffres, Léa, on n'a pas besoin d'avoir des chiffres tout le temps. les chiffres que j'ai, ils ont 10 ans. C'est l'époque où j'étais au ministère de la Santé sous Marisol Touraine. De mémoire, je crois qu'on gagnait 11 milliards d'euros par an avec les taxes sur le tabac et qu'on en dépensait 17 par la sécurité sociale et les dépenses de santé. Et encore, ce n'est pas tenir compte du coût social du tabac. 120 milliards. 120 millions Jusqu'à- Milliards. Merde. Ça, c'est toi qui sais, c'est toi qui as les chiffres. hein. Mais sinon, moi, je vais essayer d'arrêter de fumer en 2026. Donc, Ah, je ça, vous c'est propose bien, qu'on fasse bravo. ça collectivement. En tout cas, le business, Faut que je fasse des ça. drogues illégales, moi j'ai entendu le chiffre de 6 milliards. Ouais. Tu vois, c'est déjà, tu fous des taxes là-dessus, ça te fait une petite rentrée. Mais surtout, ouais, non. Moi, je pense que, vu que c'est au-delà, c'est pas seulement un problème sécuritaire, on l'a vu, il est évident qu'avec le nombre de morts qu'on a ramassés dans les rues en 2023, notamment, où là, il y a eu un pic, ça est redescendu un petit peu depuis, mais il y a une émotion publique qui est certaine. Et la réponse sécuritaire étant la première qui vient Comme aux d'hab. bourgeois sur les plateaux télé, c'est comme ça que c'est venu aussi. Mais le frère de Mehdi Kessassi, qui lui, pour le coup, est un associatif, qui a fait une association, lui, il parle de tout ça et il parle notamment du fait que, ben oui, mais ces quartiers-là, on les a abandonnés. Évidemment, moi, je pense que qui est tenté aussi d'être recruté pour aller vendre, pour aller faire des livraisons. Vous savez, maintenant, vu que c'est ubérisé, ils recrutent même maintenant des gens de 40 ans. Ils essaient de diversifier les profils parce que les jeunes rebeux, ça passe moins bien, ils se font plus contrôler en bagnole. Donc, ils essaient de mettre des meufs, de mettre des vieux, de mettre des femmes de 40 ans, voilà, pour que ça passe beaucoup mieux dans une petite Clio, hop, tranquille. Et qui fait ça? Pourquoi les gens font ça? Bah, regardez ce qu'on Ils a ont pas fait de fric. des politiques du chômage, Ah, bien sûr. regardez ce qu'on a fait. Mettez le RSA à partir de 18 ans si vous voulez pas que les gamins aussi ils aillent faire ça aussi. Enfin voilà, tout ça, ça s'accompagne aussi ça devrait s'accompagner de politiques sociales si vous voulez pas que les gens fassent n'importe quoi. Et en fait, c'est pour les protéger ça. C'est pas pour pas qu'ils fraudent, c'est pour les protéger d'un milieu qui va leur faire aussi du mal parce que c'est leur corps après qu'on va retrouver dans la rue. Donc à un moment, je pense que c'est un tel sujet de société que ça vaudrait le coup de faire une convention citoyenne là-dessus. Ouais, c'est Plutôt vrai. que de faire un truc sur les Ah, temps de l'enfant à moyen c'est vachement constant pour important. l'éducation nationale. Non, à moyen constant pour l'éducation nationale, tous les syndicalistes de l'éducation nationale te disent le truc des temps de l'enfant, là, c'est bidon, ça sert à rien, on perd du temps. Donc, faites-nous une convention citoyenne là-dessus, Mais ça, si c'est pas un sujet de société, je Voilà. sais pas ce que c'est. Enfin, vraiment. où on pourrait dépasser les Bah, clivages, ouais, recevoir les complètement. experts, chiffrer les machins. Ouais. Et Mais par ça voudrait ailleurs, dire je trouve que que. le- Pardon. Absolument. Non, mais ça voudrait dire que l'État accepterait que des citoyens sortent du narratif de l'État et ça les énerverait à mon avis. Oui, mais bon. Ah oui, ça s'appelle T'as la raison. démocratie, quoi. Hum. On Oui, essaye tout à fait. parfois, des fois. ce serait- Moi, je propose, mais Macron apparemment n'est pas content du résultat de la convention citoyenne sur les temps de l'école, parce que lui, il voulait réduire les vacances. Il l'avait dit, hein, vous avez Mmh, trop, vacances de, d'été. trop de vacances l'été. Et il s'avère que c'est pas ça la solution. Bah, c'est Mais- pas mais- ce qui ressort de mais la Tu sais convention. qu'il a jamais Qui été content d'une Donc, il a convention. dit qu'il allait pas Quoi recevoir les Oui, bah conventionnés. voilà, de manière, vu quand il les reçoit, il les met pas en œuvre. J'ai envie de te dire que ça évitera à tout Bah le là, il les monde reçoit même pas. un trajet à plaît pas. l'Élysée. Plus rien à foutre. Non, mais Donc voilà, moi je suis franchement, pour une convention citoyenne sur pas le narcotrafic, mais même la drogue en France. Quoi. Enfin, la conso, la prod. Non, mais Mmh. je suis hyper. Et puis par ailleurs, c'est pas comme si on sortait ça de derrière les fagots. Enfin, il y a de nombreux États qui ont expérimenté. Tu parlais du Portugal, mais on peut parler de l'Allemagne qui a légalisé Les États-Unis, les nombreux États-Unis, États- plein aussi, d'États. le Enfin, je veux dire, il y a Canada. un moment, il y a quand même un sujet Absolument. aussi de contrôle. Enfin, c'est un sujet de santé publique. Mmh. Ça veut dire que quand ça n'est pas légal, tu ne sais pas ce que les gens se foutent dans le cornet quand même. Exactement, les enjeux de Enfin, traçabilité, bien et sûr. au-delà je pense, de pratiques qui sont peut-être un peu moins larges que celles de la consommation de morphine, ou d'héros, en gros, quoi. Le shit, enfin, je veux dire, il suffit de sortir dans la rue pour trouver des gens qui fument du shit. Putain, mais tu sais pas ce qu'il y a dedans. C'est quand même un délire. Il y a des gens qui, tous les jours, fument des trucs qui sont coupés avec des machins hyper dangereux. Et après, Tu me diras, les cigarettes, on sait ce qu'il y a dedans, c'est terrifiant et on continue à en Je fumer ne veux légalement. pas arrêter de fumer, oui. Je sais, Jean, je sais. Mais on en 2026, parlera à la pause clope. On en parlera à la Post Club. Non, moi j'ai vraiment arrêté. Autre sujet d'actualité. Attention, ouvrez bien vos esgourdes. Vous allez faire votre service militaire, les copains. Emmanuel Macron a dévoilé aujourd'hui les détails d'un nouveau service national militaire volontaire lors d'un déplacement en Isère. Il sera ouvert, ce nouveau service national volontaire, dès 2026 aux citoyens de 18 ans et 19 ans. Il durera 10 mois et il sera rémunéré à 800 € par mois minimum. bah oui. Le Là- service national volontaire sera institué progressivement dès l'été 2026. On va commencer avec une petite cohorte de 3000 jeunes, mais à horizon 2035, on sera normalement à 50 000 jeunes. C'est l'ambition
présenté par le président de la République aujourd'hui. La semaine dernière, c'est le chef d'état-major des armées qui a pris la parole devant les maires de France pour dire que le pays devait être prêt à accepter de perdre des enfants, ce qui avait beaucoup fait réagir. Loumir, qu'est-ce que tu penses de ce service national volontaire ? Franchement, j'ai plus les mots tellement ils me font péter un plomb en fait. En fait, qui va aller faire ce truc ? Mais qui est-ce qu'on pense ? Ben voilà, on sait. Est-ce que quand Glucksmann il nous dit oui, les enfants, c'est ces enfants qui vont aller faire le service militaire volontaire ? Non, mais il y a un moment, il faut arrêter très très vite de se foutre de notre gueule en fait. Qui va aller faire ça ? Ça va être nos jeunes, les jeunes de nos villages. Ça va être les jeunes qui sont déjà en train commencés à être propagandisés par un espèce de truc complètement guerrier, mascu, où on leur dit qu'en fait, t'es jeune, t'es pré-guerre, bah vas-y, va faire la guerre, parce qu'en fait, qu'est-ce que tu vas faire d'autre ? Putain, mais en fait, on n'a pas autre chose à proposer à nos gosses que de faire ça. On n'a rien d'autre à leur donner. En l'occurrence, c'est pas une politique jeunesse, hein, c'est une politique défense. Ouais, mais enfin, en vrai, ça va être quoi ? Bah, on parlait du RSA tout à l'heure, entre 18 et 25 ans. Ben, moi, les jeunes chez moi, tu leur dis, hey, tu veux aller gagner 800 balles ? En plus, on vit aussi dans une société qui glorifie la violence de plus en plus. Auprès des hommes en particulier, je suis désolée, mais un homme violent, ça va créer quoi ? Ce truc, moi je suis désolée, ça va être une fabrique à hommes violents. Un homme violent, ça fait quoi ? C'est violent. Non mais pardon, mais c'est violent avec sa femme, c'est violent avec ses enfants, c'est violent avec soi-même. Parce qu'on oublie parfois de parler de ça. Mais moi, j'ai grandi dans une culture populaire où la masculinité est la masculinité hégémonique, violente, est la norme parce qu'elle est le seul modèle de masculinité disponible pour les jeunes hommes avec lesquels j'ai grandi. Tout le monde n'est pas là-dedans, mais le courage et l'énergie que ça demande de ne pas adhérer à cette masculinité qui pousse à se mettre en danger constamment, à mettre en danger celles et ceux qu'on aime en permanence, en fait, c'est eux qui vont être les victimes de ce truc. Et au même moment où on dit on est en train de couper des ronds au service civique, alors que le service civique, ça accompagne des jeunes, il y a un accompagnement social, il y a un accompagnement de jeunes à prendre soin des autres. Ça soutient des assos. Putain, et non, par contre, on va aller mettre des ronds pour qu'ils apprennent à servir de FAMAS. C'est ça le projet, en fait. Notre projet de société, c'est ça. Plusieurs sondages réalisés ces derniers mois montrent que près des 3/4 des Français sont favorables au retour d'un service national, même volontaire. Ça, c'est comme l'uniforme à l'école, c'est toujours très populaire, vu la pyramide des âges de notre pays. Oui, c'est ça. Moi, je vais nuancer peut-être ce qui vient d'être dit. D'abord, c'est pas grand monde, c'est 3000 jeunes la première année, objectif 10 000 sur 5 ans, je crois. Donc, c'est pas grand monde, c'est volontaire. Quand tu disais qui va y aller, c'est aussi ce qu'on a vu sur le SNU et le volontariat, c'est qu'on a aussi des enfants de familles qui aiment l'ordre. On va dire ça comme ça. C'est-à-dire que pas tous les super, enfants on va leur famille... apprendre à se servir d'armes. Génial. J'ai trop envie que les fachos, ils sachent se servir d'armes. Moi, si on compare au SNU, strictement, qui est en train d'être foutu à la benne. Hein. Ah mais il s'est terminé depuis septembre. Voilà, le SNU, ça n'existe plus. Non, c'est donc, le SNU, l'idée, c'était que tout le monde y passe pour apprendre la République, gna. Là, au moins, ça dit un peu plus les termes. C'est pas censé concerner tous les gamins. Voilà, et c'est dans un contexte ils voudraient choper, alors c'est ce qu'ils disent, ils voudraient arriver à détecter les jeunes talents qui pourraient être les pilotes de drones de demain s'il y a la guerre. Ça, là, il ne s'agit pas d'aller dans les tranchées, il s'agit d'essayer de trouver les hackers de demain, et je ne sais pas quoi, c'est en tout cas ce qu'ils disent, mais on n'est pas sur, j'entends un petit peu, on va tous aller mourir dans les tranchées, on envoie nos gamins. Non, c'est pas ça l'ambiance, de toute façon. Donc, bon, faut un petit peu tempérer, et puis l'idée, c'était de dire, est-ce qu'il y aura une confrontation dans 3 ou 4 ans avec les Russes ? C'était ça le truc. Hein. Et c'est sûr que si tu regardes les Ukrainiens, eux, les gamins, ils font un roulement. Il y a même les vieux qui essaient d'aller à la guerre pour pas que les gamins retournent trop sur le front, etc. Ouais, si la guerre se présente... Oui, mais l'Ukraine, l'Ukraine ? Bah, on n'a pas... Non, mais pardon, mais moi, je suis désolée. Tant que on n'aura pas vraiment agi diplomatiquement sur la Russie, parce que pour le moment, on a gelé les avoirs, mais on les a pas confisqués. Il y a plein de trucs qu'on peut faire encore et qu'on n'a pas fait avant de parler de faire mourir nos enfants, en fait. On n'est pas bien avec... tu connais Curtis Yarving ? Oui. Curtis Yarving écrit... Donc Curtis Yarving, ce blogueur américain, sphère-maga, grand inspirateur, notamment pour Peter Thiel. Il écrit pour lui, et il est très écouté. On lui doit notamment, il paraît, l'inspiration pour le plan Gaza. Oui, bien sûr, la Gaza Riviera, c'est lui. Ouais. Voilà. Son rêve, c'est des techno-États, avec des techno-Césars. Et alors, son fantasme pour l'Europe, c'est de laisser
l'Europe dans la main de Poutine. C'est-à-dire de faire en sorte que Poutine, et on le voit, c'est-à-dire quand il nous présente des traités de paix qui sont traduits par IA du russe, littéralement avec les demandes des Russes dedans, point barre. C'est-à-dire que les États-Unis sont devenus un bête relais de ce que veulent les Russes pour nous, et ce que veulent les Russes pour nous, c'est à peu près ce qu'ils ont. Orban partout, en gros. Orban partout. bien Ce sûr. qui arrangerait beaucoup les États-Unis. Pourquoi? Alors, je termine le dernier point. Parce que pour les États-Unis, enfin pour les MAGA, l'Europe est le dernier foyer des démocraties libérales. Oui, bien sûr. C'est ça qu'il faut crever. C'est ça et eux, ils se disent, nous, on n'a pas l'énergie, nous, on a on a l'Amérique du Sud à gérer, hein, on a la puissance de la Chine en face à concurrencer, on n'a plus le temps de s'occuper des Européens, encore moins de les défendre contre les Russes, alors qu'au finalement, hein, les Russes feraient peut-être un bon boulot, notamment pour tuer notre dernier adversaire. Et finalement, ils voient presque les Européens comme ils voient leurs adversaires démocrates localement. Bah oui, bien c'est ce sûr. qui reste des démocrates, si Ouais, tu c'est veux. les derniers Ah, démocrates et du puis monde. de- Faudrait puis que de ça la- crève. du Non, ce que social. je veux dire, c'est qu'il y a un truc, il y a quand même, Par ailleurs. on va vers peut-être une confrontation, y compris militaire, pour la survie de notre modèle démocratique, pas seulement pour la sauvegarde de l'Ukraine et de je sais pas quoi, et que ça, faudrait aussi peut-être, je veux pas faire le Glucksmann de service, Putain, j'avoue. mais je vous jure, réfléchissez à ça. En C'est-à-dire, fait- c'est vraiment tendu. Moi, je suis d'accord avec toi. Je sais pas très bien quoi en penser de ce service national volontaire. Je me dis qu'il a le mérite effectivement d'être militaire, 100% militaire, comme l'a dit Emmanuel Macron. Fini ces espèces d'atermoiements du SNU. On sait jamais exactement ce que c'est en fonction Oui. de qui on parle. Ça, c'était pour On dit pas fliquer la la même jeunesse, chose. point barre. C'était un truc de flicage de la jeunesse, ça me gonflait. Je suis pas fondamentalement choqué que nos armées recrutent et qu'elles aient des dispositifs de découverte de leur métier, service militaire adapté, service militaire volontaire, recrutement assez classique, machin. Ça me choque pas dans l'absolu. On est dans une phase d'augmentation des moyens de nos armées en acquisition de matériel, mais aussi en recrutement. Donc le fait qu'on se projette à horizon 2035 avec 50 000 jeunes par an qui seront formés dans ce truc, je suis pas spontanément extrêmement choqué, quoi. Ouais, mais moi, pardon, mais encore une fois, on a des lunettes toutes et tous différentes, mais enfin, je reviens des US qui ont la plus grosse culture et industrie militaire, 4 fois plus que la Chine. Enfin, genre, on est dans un. Qui va se faire sauter en Irak et en Afghanistan? C'est les enfants de pauvres, tout le temps, toujours. Et donc, moi, j'avoue que voir des bourgeois qui nous expliquent qu'il faut que nos enfants meurent, bah franchement, ça me donne envie de leur mettre des claques. Alors après, j'entends aussi, ça c'est une réponse extrêmement émotionnelle. J'entends que on ne fait pas de la politique et de la diplomatie avec mes émotions. Je veux bien, mais je pense qu'il faut pas quand obligé même. de dire ça. Mais je important. pense quand même qu'il faut les poser Bien sûr. parce que ça n'est pas anodin de voir des gens qui ne seront jamais concernés dans leur chair, dans le fait de perdre leurs enfants et de nous dire il faut qu'on donne nos enfants à la patrie. Non, mais ouais, bon, bref. Après, j'entends, mais moi ça m'interroge aussi de nous voir passer sur ce mode guerrier, alors que quand même, on assiste au même moment où on assiste à l'impuissance absolue de la diplomatie et des relations de la diplomatie. internationales. Non, mais au niveau global. Pardon, mais bien sûr, comment on peut faire confiance à l'ONU quand il y a un génocide en cours et qu'on n'est rien capable de faire? Bah ouais, mais en fait, c'est pas juste en envoyant des troupes qu'on peut faire des trucs. Il y a aussi un vrai sujet financier de prendre position sur des actifs pour faire en sorte... En fait, et c'est quand je dis on n'est pas l'Ukraine, c'est pardon, mais si l'UE, à un moment, décide de couper tout lien avec la Russie, c'est pas l'Ukraine, en fait. On peut Il pas faut se le permettre, on a besoin de leur gaz. Bah ouais, mais en fait, peut-être que c'est ça la question. Comment est-ce qu'on fait autrement avant d'envoyer nos enfants mourir? Comment est-ce qu'on se pose d'autres questions? Je pense que c'est quand même plus important de se poser ces questions-là avant de dire... on va envoyer nos enfants mourir. Et je réagis à ce truc de service militaire volontaire en lumière avec ça, bien que j'entends et je vois ce que tu veux dire et on voit tous que c'est le retour de la guerre, en effet, et que c'est plus intéressant de la faire par drone que de la faire dans des tranchées. Mais tu vois ce que je veux dire? Dans Léa l'ambiance, Et on je est pense que vraiment... c'est des débats qui vont avoir, même à l'intérieur de la gauche, qui vont De ouf. ressembler à ceux qu'on avait sur la guerre d'Espagne dans les années 30. Bien sûr, et ils sont importants. Voilà. C'est bien qu'on les ait, je suis Qui d'accord. tiennent sur notre modèle, quoi. Est-ce qu'on va aider les camarades qui essaient de lutter contre... Voilà. Je suis d'accord avec toi. Léa? Moi, je voulais qu'on revienne sur la temporalité de cette annonce, Ah ouais? parce qu'elle n'est pas anodine. Hein. On est en train, là, enfin, il y a des négociations justement sur ce qui est en train de se passer entre la Russie et l'Ukraine actuellement. Je veux dire, Emmanuel Macron fait cette sortie au moment même où nous sommes, enfin, les négociations sont en cours en Suisse. Donc c'est pas tout à fait anodin, moi je trouve comme annonce à ce moment-là. Le timing est quand même relativement choisi.
Et je voulais voir, enfin, j'avais envie juste de parler un peu du coup politique aussi, hein, parce que la question de l'appel au drapeau, c'est un truc un peu classique quand un dirigeant sent qu'il est en train de perdre un peu d'influence et aussi, voilà, il a envie d'être fédérateur, de créer l'unité autour de ce projet. Je pense qu'il y a un peu de ça. Et puis d'ailleurs, il a dit qu'il fallait quelque chose qui, moi, m'a quand même un peu choqué, refaire le lien entre armée et nation. Bon, voilà, je m'interroge aussi sur les termes qui ont été employés. Il ne faut pas oublier qu'on l'a abandonné, ce service militaire. Donc, alors certes, dans un contexte Suspendu. un peu... Oui, c'est vrai, suspendu, mais bon, néanmoins suspendu en 97. Certes, dans un contexte un peu différent, hein, ça c'est sûr. Mais il y avait des raisons pour lesquelles il a été suspendu. Notamment le fait qu'il y avait une volonté de professionnaliser les armées, particulièrement. Et donc en disant on va arrêter ce service militaire, ça va permettre justement de davantage professionnaliser les armées. Parce qu'il se rendait compte que finalement ça marchait assez mal. Hein. Il n'arrivait pas forcément à recruter davantage, etc. Et que ça coûtait en plus. Et que ça coûtait en D'où plus. les dividendes de la paix, quoi. On a fait des économies avec ça. Moi, ce que j'ai revu aussi, ce que j'ai vu beaucoup aussi dans le débat public, qui me semblait intéressant à souligner ici, à la fois politique et médiatique, c'est un peu les nostalgiques de la soi-disant mixité sociale que ça permettait d'avoir, etc., qui est aussi bullshit as fuck. Il y a d'autres manières de faire de la mixité quand même. Et précisément, c'est ce que j'allais dire. Il y a quand même d'autres endroits pour faire de la mixité sociale. Je pense à l'école, évidemment, sur les plans locaux d'urbanisme, bien évidemment. Pourquoi pas l'Assemblée nationale, quand on sait qu'il y a à peine 6% de classes populaires qui sont représentées sur les bancs de l'Assemblée nationale. Enfin voilà, il y a d'autres lieux pour faire de la mixité sociale. Et je pense que le service militaire, peu importe. Moi, c'est vraiment l'argument central à chaque fois que moi je dis que j'y suis pas forcément favorable. On me dit oui, mais quand même, t'imagines un fils d'ouvrier qui va côtoyer un fils de bourgeois. Oui, bah écoute, ce serait bien que ce soit comme ça dans la vie tous les jours et pas forcément pendant 10 mois en treillis à chanter la Marseillaise sous le drapeau et à jouer avec des kalachnikovs, effectivement, ou d'autres trucs un peu plus performants. Je suis pas très forte en armes. Mais voilà, la question se pose. Et voilà, on passe à la Russie, du coup il y a une transition. Il n'y a pas de transition, non. La Russie, on en parlera avec notre invité politique dans la... Je voulais juste faire un petit mot là-dessus quand même, parce qu'on parlait justement des sanctions par rapport à l'Ukraine, par rapport à la Russie, pardon, et notamment ce que peut faire l'UE. Des chiffres, mais des chiffres et un témoignage fort. Il se trouve qu'aujourd'hui, on a publié dans la newsletter de Popol, et ce sera bientôt sur notre site internet, une interview de Ksenia Fadiva, qui est une opposante au régime russe et qui était une collaboratrice de Navalny, notamment. Et donc, c'est notre journaliste qui s'occupe des questions internationales, Clotilde Lecos, qui a mené cette interview. Et elle disait déjà d'une part que dans la négociation de l'accord sur sur la paix qui est en train d'être discutée, il était nécessaire de parler de la situation des prisonniers politiques. Elle était elle-même en prison pendant un certain temps et finalement elle a pu en sortir. Elle a été condamnée à 9 ans de prison en Russie et elle a pu en sortir parce qu'il y a eu cet accord justement sur le transfert de prisonniers le 1er août 2024. Donc et ça, c'est des discussions qui n'ont absolument pas lieu à l'heure actuelle sur cet accord. Et il y a un autre aspect assez intéressant qui m'a, moi, du coup, permis de me remettre en question sur les sanctions, notamment qui ont été proposées par l'UE. Là, il y a le visa multi-entrée a été suspendu pour les Russes actuellement. Et en fait, elle disait à quel point c'était une mauvaise chose, notamment pour les activistes, parce que du coup, ils sont bloqués en Russie. Donc voilà, il y a aussi, je pense, des choses. Et en fait, ce qu'elle disait, c'est qu'il y avait beaucoup de sanctions qui sont prises, qui ont une répercussion directe sur la population, qui en plus ont un effet un peu mécanique de radicalisation au sein de la population, en disant vous voyez bien, ils veulent pas de nous, ils nous abandonnent, etc. Donc je trouvais que c'était relativement intéressant.